Bonjour à tous et bienvenue dans la chaîne de podcast de la filière Orchid, consacrée aux maladies rénales rares. Cette première série de podcasts est dédiée au protocole de diagnostic et de soins, ou PNDS, sur la cystinose publié en 2018. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la partie prise en charge et suivi pédiatrique de la cystinose du PNDS. Nous avons la chance d'accueillir une des coordinatrices de ce PNDS cystinose, le Dr Aurélia Berthollet-Thomas, néphropédiatre au sein du service de néphrologie pédiatrique de l'hôpital Femmes-Mères-Enfants des Hospices Civils de Lyon et responsable du centre de référence coordinateur des maladies rares rénales de la Réunion et du Grand Est, MAREJ. Dr Berthollet-Thomas, bonjour. Pour nous permettre de comprendre cette maladie, pourriez-vous nous expliquer ce qu'est la cystinose ? Bonjour. La cystinose, c'est une maladie lysosomale qui est autosomique récessive, qui est rare. Il y a une prévalence à peu près estimée de 1 sur 200 000 naissances vivantes. La cystinose est liée à des mutations variées du gène CTNS qui code pour une protéine qu'on appelle la cystinosine. La cystinosine, c'est une protéine de transport membranaire. Elle permet de faire sortir la cystine des lysosomes vers le cytoplasme où celle-ci est dégradée en cystéine. Sa physiopathologie est complexe. Le défaut de cystinosine entraîne une accumulation intralysosomale de cystine, mais le gène CTNS intervient également dans d'autres voies de signalisation et en particulier dans la régulation de l'apoptose cellulaire. Il existe 3 formes cliniques de cystinose. La forme infantile qui est la plus fréquente, elle est diagnostiquée classiquement autour de 12 à 18 mois au cours d'un bilan de cassure staturopondérale d'un enfant qui est né eutrophe et qui associe souvent une polyurie et des signes de rachitisme. C'est l'étiologie la plus fréquente de syndrome de Deutonii de Bray-Fontaine. Il y a en parallèle la forme juvénile qui est caractérisée par une néphropathie qui est beaucoup plus hétérogène, avec peu d'atteintes extra-rénales, mais une atteinte ophtalmologique. Et enfin, il existe des formes oculaires pures qui sont relativement mal caractérisées sur le plan rénal. Merci docteur pour ces précisions. Donc si je résume, la cystinose est une maladie génétique due à un déficit en cystinosine entraînant une accumulation intralysosomale de cystine. Quels symptômes peuvent évoquer une cystinose et quelles sont les circonstances de découverte de cette maladie chez l'enfant ? Alors, le diagnostic de cystinose est généralement évoqué devant plusieurs situations. Le plus fréquent, c'est le retard de croissance staturopondérale chez un enfant de moins de 1 an qui a une cassure de sa courbe de croissance qui est classiquement apparue après l'âge de 6 mois. Il peut également être posé de face à une polyuropolydipsie, c'est-à-dire une soif intense, un enfant qui va présenter des réveils nocturnes qui vont être multiples, associés parfois à une constipation, des fièvres inexpliquées, et des parents qui décrivent très bien des couches qui vont complètement déborder d'urine la nuit. Il peut également être évoqué devant des signes de rachitisme, classiquement le chapelet costal, des nouillures métaphysaires, mais aussi des douleurs et des formations des os longs, en particulier lors de l'acquisition de la marche. Un test très simple qui peut permettre d'évoquer très rapidement le diagnostic et qui doit être fait systématiquement devant toute cassure staturopondérale, c'est la bandelette urinaire et là donc la présence d'une glycosurie à la bandelette urinaire qui est associée à une normoglycémie. Sur le plan biologique, on peut avoir également des signes de tubulopathie proximale avec des éléments qui vont orienter vers une fuite sodée, une hémoconcentration, une hypokaliémie, une hypophosphorémie avec une phosphorémie qu'il faut toujours rapporter en fonction des normes pour l'âge, qui sont différentes de l'adulte, la présence d'une acidose métabolique, une protéinurie tubulaire et donc la glycosurie. Il fait classiquement suite à un bilan de cassure staturopondérale, le plus souvent en service de pédiatrie générale, donc d'endocrinologie et également de gastro-entérologie pédiatrique. Le diagnostic peut également être évoqué face à d'autres situations, comme une décompensation aiguë dans un service des urgences médicales, face à un enfant qui présente une déshydratation importante ou pas, avec des troubles hydrolytiques qui vont être sévères et on va être interpellé par la présence d'une diurèse conservée qui n'est pas habituelle. Plus rarement, il peut être également évoqué devant des signes ophtalmologiques, la présence d'une photophobie, mais qui est quand même plus tardive, ou la découverte fortuite après l'âge de 1 an de la présence de cristaux de cystine lors d'un examen à la lampe à flotte. Enfin, une des dernières situations, c'est dans le cadre d'un diagnostic prénatal ou postnatal, quand il y a un membre
de la fratrie qui est déjà atteint de cystinose et qui va permettre un diagnostic et une recherche de diagnostic beaucoup plus rapide. Comment peut-on confirmer le diagnostic? Alors, le diagnostic il peut être confirmé déjà sur le plan biologique. Il repose à ce moment-là sur le dosage de cystine dans les globules blancs, les leucocytes totaux ou les polynucléaires neutrophiles. Et ce dosage ne va être réalisé que dans quelques laboratoires spécialisés en France, dont vous avez tous les coordonnées dans le PNDS. Les particularités du prélèvement, c'est qu'il ne doit se faire que sur tube ACD. Ça veut dire acide citrique, citrate, dextrose, et dans un délai d'acheminement du prélèvement qui est optimal dans les 24-48 heures à température ambiante, parce que passé ce délai, en fait, les résultats peuvent être faussés. Les valeurs observées dans les leucocytes totaux chez le sujet sain sont classiquement inférieures à 0,2 nanomol par d'hémicystine par milligramme de protéines, alors que chez le patient atteint de cystinose, les taux sont bien plus hauts et varient classiquement, avant tout traitement, entre 3 et 20 nanomoles d'hémicystine par milligramme de protéines. Le diagnostic peut être alors confirmé par l'étude génétique, l'étude du gène CTNS codant par la cystinose, et cette analyse peut être orientée en fonction de l'origine géographique des patients. En France, ce diagnostic est fait à Paris et à Lyon. Chez environ 50% des patients qui sont originaires d'Europe et d'Amérique du Sud, on retrouve une grande délétion assez caractéristique de 57 kb qui est identifiée, et il existe des corrélations génotype-phénotype qui permettent d'expliquer en partie la variabilité phénotypique qui peut être importante. Donc, la caractérisation génétique des patients atteints de cystinose est recommandée, d'une part pour confirmer le diagnostic, mais d'autre part pour réaliser des études familiales et proposer un conseil génétique. Donc, un conseil prénatal, voire préimplantatoire pour les couples à risque, les couples qui sont demandeurs. Et donc, le conseil génétique des apparentés et du conjoint se fera dans le cadre d'une consultation qui sera dédiée à ça. Une fois que le diagnostic de cystinose est confirmé, quelle prise en charge peut-on proposer aux patients? Alors, la prise en charge des enfants ayant une cystinose doit réellement et obligatoirement se faire au sein d'un centre hospitalo-universitaire de néphrologie pédiatrique, au sein d'un centre de référence des maladies rares ou d'un centre de compétences maladies rares, car ces patients sont peu nombreux en France et nécessitent une prise en charge réellement très spécifique. On peut tout à fait mettre en place un suivi alterne avec le service hospitalier de proximité, pour avoir en fait un recours en cas en particulier d'urgence. Le suivi doit être multidisciplinaire et il nécessite en particulier chez l'enfant la présence d'une équipe de psychologues et d'assistantes sociales. C'est une pathologie qui va relever d'une ALD et les enfants auront besoin au cours de leur cursus d'un dossier MDPH. Sur le plan thérapeutique, plusieurs spécialités pharmaceutiques nécessaires à la prise en charge thérapeutique sont utilisées dans une indication ou des conditions d'utilisation qui sont non prévues par l'AMM. Il peut être nécessaire de déconditionner des molécules dont la forme galénique ou le dosage n'est pas adapté à l'enfant. Et dans ce cas, la prescription doit bien faire apparaître les termes suivants: préparation magistrale en absence de forme galénique adaptée, faute de quoi le traitement ne sera pas pris en charge dans le cadre de l'ALD et sera à la charge du patient, limitant ainsi l'adhésion au traitement. Il existe un traitement symptomatique de la tubulopathie proximale et un traitement spécifique à base de cystéamine. Quel traitement proposez-vous pour la tubulopathie proximale? Le traitement de la tubulopathie proximale constitue un véritable challenge quotidien pour les patients, leurs familles et l'équipe médicale. Il n'est pas réellement spécifique de la cystinose, mais il est globalement commun à d'autres tubulopathies proximales. La première chose est la compensation hydroélectrolytique. Le syndrome polyuropolydipsique est tel que les patients peuvent présenter une mauvaise tolérance gastrique et une anorexie en lien avec une répression gastrique permanente. La pose d'une sonde nasogastrique ou d'une gastrostomie permet de compenser ces pertes hydroélectrolytiques au cours d'une ictémène. L'énurésie nécessite un change de couche durant la nuit et implique souvent un port de couche même après l'âge de 6 ans. La compensation sodée se fait sous forme de gélules à ingérer ou à diluer dans l'eau chez les plus jeunes patients. La dose sera adaptée en fonction des signes biologiques, des concentrations comme la protidémie, mais également sur la normalisation de la rénine et de l'aldostérone plasmatique.
La supplémentation en potassium se fait sous forme de différents sels. Elle est variable et l'objectif n'est pas de normaliser la kaliémie, mais bien d'atteindre une valeur limite basse de kaliémie. Elle peut se faire sous forme de chlorure, de gluconate, de bicarbonate de potassium en préparation magistrale selon la tolérance de l'enfant. Quant à la supplémentation en bicarbonate de sodium, elle peut être très importante, entre 5 et 15 mEq/jour, et elle est à répartir au moins en 3-4 prises pour améliorer la tolérance, en particulier digestive. À côté de cette compensation hydroélectrolytique, il y a toute une part des antiprostaglandines, donc les anti-inflammatoires non stéroïdiens, en particulier l'indométacine et l'ibuprofène, car ils permettent de limiter la fuite sodée et donc d'éviter la déshydratation extracellulaire chronique et de limiter la supplémentation sodée. Il existe globalement 2 formes galéniques adaptées à la pédiatrie, l'indométacine, sous forme de sirop, qu'on peut utiliser entre 1 et 3 millimoles par kilo et par jour, et l'ibuprofène, également sous forme de sirop, entre 10 et 30 mg par kilo et par jour. Le sirop d'indométacine n'a pas l'AMM en France, mais il dispose d'un accès compassionnel renouvelable tous les 6 mois. Il convient de surveiller la tolérance digestive en raison du risque de gastrite et d'hémorragie digestive et donc d'éviter de dépasser les doses préconisées. Il faut surveiller pour cela l'hémoglobine dont souvent la baisse est souvent prédictive en fait de l'apparition de cette gastrite. Les doses doivent être augmentées progressivement en fonction de la tolérance de l'enfant. Leur utilisation au long cours pourrait exposer à une toxicité fibro-interstitielle rénale, mais qui est à balancer avec l'intérêt de ces traitements et l'amélioration de la tubulopathie. En troisième lieu, il y a l'équilibre en phosphocalcique. La supplémentation en phosphore est variable. Là encore, classiquement, entre 0,4 et 1 millimol par kilo et par jour, par voie orale, au moins en 4 prises par jour. Et il existe plusieurs produits disponibles en France, comme le Phocitan, c'est la forme par voie intraveineuse qu'on donne per os, le Phosphoneurose et le Phosphoral. On peut également recourir à des préparations magistrales, comme la potion de Joulier. En tout cas, cette supplémentation en phosphore doit être systématiquement associée à des dérivés de la vitamine D native, sous forme de Zima-D, Buvédose, donc en quotidien ou en bolus, et souvent d'un analogue actif de la vitamine D, comme le 1-alpha par exemple. L'objectif est de normaliser les phosphatases alcalines en visant une phosphorémie dans les valeurs basses pour l'âge et donc de lutter contre l'hyperparathyroïdie secondaire qui peut être associée. Un dosage du rapport calcium sur créatinine sur une miction doit également être fait régulièrement afin d'éviter l'apparition d'une néphrocalcinose à laquelle expose une supplémentation trop importante, inadaptée en vitamine D. Les autres mesures des traitements ne sont pas forcément spécifiques puisque c'est la vaccination. Et il est important, ce sont des patients qui risquent d'évoluer vers l'insuffisance rénale, la maladie rénale chronique, et donc il est recommandé de les vacciner selon le calendrier en vigueur, en particulier d'avoir une intention toute particulière pour les vaccins vivants. En cas d'apparition de maladie rénale chronique, je vous propose de vous rapporter au PNDS dédié de la maladie rénale chronique de l'enfant, que vous trouverez sur le site d'Orchid. Dans certains cas, un traitement par hormone de croissance pourrait être mis en place après une prise en charge optimale de la tubulopathie en cas de persistance du retard de croissance. D'autres supplémentations peuvent être proposées à type de L-carnitine, cuivre, au cas par cas. Vous venez de nous décrire différents traitements communs aux tubulopathies proximales, mais alors, quel est le traitement spécifique de la cystinose? Le traitement spécifique de la cystinose est la cystéamine. Cette dernière, on utilise depuis les années 80, traverse la membrane lysosomale, interagit avec la cystine pour former un complexe cystéine-cystéamine, et la cystéine est capable de sortir du lysosome et donc de dépléter la cellule. La cystéamine a permis de retarder ou de prévenir certaines complications tardives, mais il reste sans effet ou avec peu d'effet sur la tubulopathie proximale. Elle a en tout cas transformé le pronostic réellement des patients. Dès que le diagnostic est posé, il convient de commencer la cystéamine. Cela conditionne en fait le pronostic à long terme du patient. On commence à des doses progressives. Classiquement, on démarre chez l'enfant à 10 mg par kilo et par jour, répartis suivant les formes galéniques en 2 ou 4 prises par jour, et on augmente ensuite
par palier de 10 mg par kilo et par jour, chaque semaine, jusqu'à obtenir 60 à 90 mg par kilo et par jour, ou plutôt entre 1,3 et 1,9 mg par mètre carré et par jour. La cystéamine a pour effets secondaires principaux des troubles digestifs et une halitose qui peuvent limiter l'adhésion des patients, en particulier à l'adolescence et les jeunes adultes. Donc, il existe 2 formes galéniques de cystéamine à dispensation hospitalière pour l'instant. Donc, on a la forme historique qui est le Cystagon, qui est utilisé depuis les années 80. Et donc, le Cystagon est sous forme de gélule et il doit être administré strictement toutes les 6 heures. Donc, ça implique un réveil souvent nocturne, vers minuit, et une prise tôt le matin. Il se conserve à température ambiante, sans dépasser 25 degrés, et il peut être administré avec le lait, et il passe bien par les sondes nasogastriques chez les plus petits. Depuis début 2018, il existe une autre forme galénique qui est autorisée en France, qui s'appelle le Procys-B. Il s'agit d'une forme à libération prolongée qui est constituée de microbilles gastroprotégées qui permettent d'espacer les prises avec 2 prises par jour. Pour les patients déjà traités par Cystagon qui souhaitent passer par Procys-B, il est recommandé de débuter le Procys-B à 70% de la dose journalière de Cystagon, à répartir en 2 prises. Et ensuite, on propose des contrôles rapprochés de cystine intraleucocytaire après les changements de traitement afin d'ajuster la dose pour chaque patient. Classiquement, la dose équilibre se situe autour de 80% de la dose de Cystagon. Les gélules peuvent être ouvertes et passer par un bouton de gastrostomie pour les enfants de moins de 6 ans. La cystéamine orale ne diffuse pas au niveau de la cornée. Et c'est pour ceci que systématiquement, on associe un traitement à base de cystéamine gel ou collyre, qui fera l'objet d'un autre enregistrement podcast, cette forme collyre doit être appliquée plusieurs fois par jour. Enfin, j'ai une dernière question pour vous, Dr Berthollet-Thomas. Elle concerne le suivi des patients atteints de cystinose. Quel suivi propose-t-on à l'âge pédiatrique? Le patient doit être revu au moins tous les 3 mois en consultation spécialisée de néphrologie pédiatrique pour un dosage de cystine intraleucocytaire. Le prélèvement peut être fait avant la prise du traitement et l'objectif pour le patient traité est d'obtenir un taux inférieur à 1 nanomol de cystine par milligramme de protéines. On peut parfois l'associer à un dosage de cystéamine plasmatique qui présente l'avantage de suivre l'observance du traitement. Les consultations peuvent être plus fréquentes, en particulier au début de la prise en charge, afin d'équilibrer la tubulopathie proximale et de suivre la croissance laturo-pondérale du patient. Une bonne observance du patient permet de faire reculer l'âge de l'insuffisance rénale terminale vers l'adolescence, adulte jeune, ainsi que l'âge des complications extra-rénales chez l'adulte. Il existe une atteinte gonadique avec une hypofertilité qui se manifeste chez l'homme par une oligoazoospermie. Et donc, il est du devoir des pédiatres, à la fin de la puberté des garçons, de proposer à ces jeunes garçons et leurs familles une consultation avec un andrologue spécialisé afin de mettre en place un programme de cryoconservation des spermatozoïdes. Un programme de transition spécifique est recommandé en plus de celui qui peut intervenir avec une éventuelle transplantation rénale. Merci beaucoup, Dr Berthollet-Thomas, de nous avoir éclairé sur cette maladie rare qu'est la cystinose. Pour ceux qui souhaiteraient avoir plus d'informations, je vous invite à consulter en ligne le PNDS cystinose disponible sur le site de la filière Orchid et sur le site de la HAS. Dans ce document, vous trouverez aussi les différents contacts des associations.